Bonjour Pascal Santi, vous êtes directeur général délégué d'Interparfums. Donc merci d'être avec nous pour cette Agora des présidents. Donc on a, selon le schéma classique, un quart d'heure devant nous pour parler d'Interparfums. Et donc commençons par l'actualité, puisque Interparfums a tenu il y a une semaine quasiment sa réunion investisseurs avec la présentation des objectifs pour l'année en cours, pour l'année prochaine, et même je crois qu'il y a quelques objectifs pour l'année suivante. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ces prévisions? Et puis ensuite on parlera plus des métiers. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, comme on le fait chaque année, on a réuni les analystes qui nous suivent, quelques investisseurs et quelques journalistes pour parler de nos perspectives pour l'année qui vient. Et elles sont plutôt bonnes. On va terminer l'année 2016 à peu près à 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est un chiffre que nous avons revu récemment à la hausse. Et notre objectif pour 2017, c'est 380, donc soit une croissance d'à peu près 9%. Dans les deux cas de figure, 2016 et 2017, on aura une marge opérationnelle pour 2016 entre 12,5% et 13%, et on espère approcher les 13% en 2017. D'accord. Alors avec une marge opérationnelle qui était un peu supérieure en 2015, on était à 14%. Alors pourquoi cette baisse? Parce que vous nous avez plutôt habitués à des marges, à des progressions régulières de marge. Donc là, pourquoi cette petite marge d'escalier mais à la baisse en 2016? Alors on avait bénéficié en 2015 d'un effet très important dû au dollar. L'évolution de la parité euro-dollar avait été tellement favorable qu'une partie du résultat s'était déversée dans notre marge opérationnelle, donc elle avait été particulièrement élevée. Donc c'est vrai qu'on a une base de comparaison un petit peu difficile, mais retraité de l'effet dollar, on devait être à peu près entre 11,5 et 12%. On avait fait ce calcul-là, donc 11,5, 12, 12,5, 13, peut-être 13 l'année prochaine. Donc on est à devises constantes sur des progressions et des améliorations de marge. D'accord. Alors on va reparler un petit peu de votre métier. Hein. Donc vous concevez, vous distribuez des parfums dont vous possédez la licence au niveau des marques, soit d'autres fois vous possédez la marque carrément. Il y avait un parfum qui était très connu il y a quelques années dans le portefeuille d'Interparfums, c'était Burberry. Et puis vous avez abandonné la licence ou perdu la licence, alors vous me préciserez ce qu'il en est, il y a 3 ans. Et donc ça fait un creux important dans le chiffre d'affaires, creux que vous comblez progressivement. Alors comment le comblez-vous et comment ça se passe? Et à partir de là, voir votre stratégie au niveau des marques. Quelles sont les marques qui vous intéressent? Quelles sont les marques que vous souhaitez développer? Donc point de départ, Burberry, et comment vous comblez l'absence de cette marque qui était la marque forte du groupe? Bon, je ne vais pas refaire l'histoire parce qu'elle a été quand même relativement longue, mais très rapidement, on a signé un premier contrat de licence avec la marque anglaise Burberry en 1993, un deuxième en 2004. Et en 2010, la marque a souhaité reprendre son activité. On a mené des discussions pour continuer. Elles n'ont pas abouti. Et on a fait le choix, c'est pour ça que c'est abandonné plutôt que perdu, on a fait le choix, nous, d'arrêter. Et évidemment, ce n'était pas gratuit puisque nous avons touché une indemnité de 181 millions d'euros. Pourquoi nous avons fait ce choix-là? Pas uniquement pour l'indemnité, mais parce que des marques comme Montblanc, comme Jimmy Choo, comme Lanvin étaient en croissance, en forte croissance. Et on s'est dit, voilà, on a de très bonnes perspectives sur le portefeuille actuel, même si c'est plus avec Burberry. Donc on accepte une baisse de notre chiffre d'affaires, on accepte de redevenir plus petit, mais avec de très bonnes perspectives. Et l'évolution de ces 3 dernières années le prouve, puisque notre chiffre d'affaires est en forte croissance et on espère revenir aux 445 millions de l'année 2012. Bon, peut-être pas l'année prochaine ni dans 2 ans, mais on va y revenir. Donc aujourd'hui, on a un portefeuille de 12 marques, avec vraiment des marques qui ont un fort potentiel. Montblanc, Jimmy Choo, une marque américaine qui est Coach, qu'on a signée, on va peut-être en reparler, en 2015. Rochas, qu'on va redévelopper à partir de l'année prochaine. D'autres marques un peu plus petites, mais on a vraiment du potentiel de croissance. Mais on peut peut-être justement prendre cet exemple de Coach pour savoir quelle est votre stratégie, quel type de marque vous cherchez et comment vous comptez les développer, sachant qu'on est dans un univers où il y a beaucoup de grands groupes qui ont souvent leurs propres marques, qui les exploitent. Donc comment choisissez-vous vos marques pour vous positionner par rapport à ces géants du secteur? Alors nous, ce qui nous intéresse, ce sont des marques qui ont d'abord une audience. La marque américaine Coach, elle n'est pas tellement connue en Europe, mais elle est très connue aux États-Unis, très connue en Asie. C'est la deuxième marque
importée après Louis Vuitton au Japon. Elle est très connue en Amérique du Sud, elle est très connue au Moyen-Orient. Elle réalise 4,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc une très forte audience, beaucoup de consommateurs et beaucoup de consommatrices surtout, puisque ce sont essentiellement des sacs à main, de la maroquinerie. Et cette audience-là, elle nous intéresse parce qu'elle nous permet de raconter une histoire, comme on l'a fait pour les autres marques. Donc ce qui nous intéresse, c'est des marques qui sont de notoriété mondiale si possible et qui véhiculent une certaine désirabilité. On raconte une histoire, on peut porter un certain nombre de valeurs à travers ces marques-là. Donc c'est comme ça qu'on les choisit. Je ne veux pas dire qu'on en refuse beaucoup, mais on fait des choix avec des marques qui sont parfois moins intéressantes, de notoriété plus locale. On préfère se focaliser sur des marques à vocation internationale. Et Rochas, est-ce que Rochas a la même vocation internationale? Et puis là, Rochas, c'était une stratégie différente, puisque là, vous n'avez pas la licence, mais vous avez acheté la marque. Donc peut-être expliquer la différence entre ces deux stratégies. Et puis on a l'impression que Rochas est certes connu en France, mais n'a peut-être pas la même audience internationale que Coach. Absolument, ça n'a rien à voir. Je rappelle une chose, nous avons un portefeuille de marques en licence. La marque nous concède la licence pour l'activité de parfumerie sur une certaine durée. Et ça peut s'arrêter, ça peut se prolonger, ça peut se renouveler, il n'y a pas de problème. Évidemment, si on est propriétaire de la marque, comme on l'est pour Rochas, qui est essentiellement une marque de parfum et un petit peu une marque de mode, évidemment, quand on est propriétaire, on n'a pas cette échéance. On préfère avoir des marques en licence intéressantes plutôt que des petites marques en propriété. Je pense que Rochas, évidemment, ce n'est pas du tout la même notoriété au niveau international, mais c'est quand même une marque qui parle essentiellement, on va dire, en France et en Europe pour une ligne qui s'appelle l'eau de Rochas, alors qui a été lancée en 1970, c'est pas d'aujourd'hui et même pas d'hier, c'est beaucoup plus ancien, mais qui a une certaine récurrence et une certaine notoriété. On a préparé un lancement pour l'année 2017 d'une nouvelle ligne féminine qui va être lancée sur une douzaine de pays, des pays très ciblés, où on pense que la marque a encore une notoriété, ça veut encore dire quelque chose. Évidemment, pour cette période-là, ça va être qu'une dizaine de pays. On verra après si on étend ça à l'international. Mais dans votre gamme de 12 marques, il y a une partie des marques dont vous estimez qu'elles ont le potentiel pour être internationales, et d'autres qui resteront des marques locales ou régionales, disons, avec une audience plus faible, ou est-ce que le but est d'avoir 12 grandes marques internationales? C'est difficile d'avoir 12 grandes marques internationales. On aimerait bien, mais il y a quand même un intérêt d'avoir certaines marques au niveau local. Je vais prendre une marque que vous connaissez, qui est la marque Repetto, qui est très connue en France. On a développé une très jolie ligne de parfumerie avec eau de toilette, eau de parfum, eau florale sur ce marché. Et Repetto, plus Van Cleef, plus Lanvin et plus Rochas, ça nous donne une petite taille. Et vis-à-vis de la distribution, cette taille, on va parler d'à peu près 40 millions d'euros, c'est petit, mais c'est quand même intéressant. Ça nous permet aussi d'avoir un certain niveau de discussion en termes de distribution. Pareil pour la marque anglaise Paul Smith sur le marché anglais. Donc localement, on peut avoir des intérêts sur certaines marques et d'un autre côté, développer des marques au niveau international comme Montblanc et Coach. Alors, vous avez évoqué la distribution. La distribution, le groupe Interparfums a été fondé en 1982, je crois, donc il y a une évolution importante et on constate que la distribution est de plus en plus puissante. Donc, comment Interparfums joue sa stratégie face à des partenaires qui sont de plus en plus gros et, je l'évoquais au début, face aussi à des concurrents qui ont des marques très puissantes. Est-ce que ça vous a conduit à adapter votre stratégie? Alors, oui et non. Je rappelle souvent quelque chose qui est à mon sens important, c'est qu'Interparfums 350 millions dans un marché de la parfumerie, et je parle uniquement parfumerie, je ne parle pas de produits de cheveux, je ne parle pas de maquillage, je ne parle pas de produits de soins, juste dans la parfumerie qui est notre métier, c'est un marché de plus de 20 milliards de dollars mondialement parlant. Donc 350 millions sur plus de 20 milliards, on est encore un petit acteur, donc on peut prendre des parts de marché. Évidemment, il y a dans ce métier des grands intervenants et des grandes marques, mais les distributeurs, les Sephora, les Marionneau, les department stores aux États-Unis, ils ne peuvent pas vivre uniquement avec Chanel, Dior et Guerlain. Ils vivent aussi avec des nouveaux entrants, des gens qui arrivent avec une bonne stratégie, de bons produits. Je vais encore citer la marque américaine Coach sur le marché américain et même sur les marchés européens. Les distributeurs en France nous ont fait part de leur intérêt pour lancer Coach en France en 2017. Donc il faut des nouveaux intervenants. Vous ne pouvez pas travailler qu'avec les marques classiques. Et à partir du moment où vous avez des bons produits, des bons jus, des bonnes stratégies, des bons positionnements prix, les distributeurs vous donnent de l'espace. Alors, avant de passer à un autre sujet,
pour finir sur les marques, il y a une opération importante entre Procter et Coty avec des marques qui normalement devraient être vendues par cet acteur important du secteur des parfums. Est-ce que vous seriez intéressé, d'autant que la trésorerie du groupe la trésorerie d'Interparfums n'est pas négligeable, donc vous avez les moyens d'acquérir une marque ou une licence. Donc est-ce que vous seriez intéressé par ce pool de nombreuses marques? Alors évidemment, ça dépend pour quelle marque. Je disais tout à l'heure que nos perspectives de croissance étaient importantes et qu'on ne cherchait pas absolument et à tout prix à faire de la croissance externe. Maintenant, si quelque chose se présente, il faut regarder. Ça peut être une marque, 3 marques, 5 marques. Je rappelle que ces 2 groupes américains fonctionnent avec des licences. Ils sont en train de fusionner leur activité maquillage, soins et parfums. Et dans l'activité, dans le département parfum, il y aura probablement 15, 18, je n'ai pas trop les chiffres en tête, mais c'est de cet ordre-là, pratiquement une vingtaine de marques, avec des grosses, des moyennes et petites. Je ne connais pas les durées des licences. Je ne sais pas quand est-ce que cette activité se termine pour chacune des marques. Donc, évidemment, on est attentif, comme d'autres de nos concurrents pourraient l'être, en se disant, est-ce qu'ils vont arrêter, est-ce qu'ils vont continuer, et est-ce qu'on sera consulté, je l'espère, et on regardera ce qu'il y a. Alors parlons maintenant un peu de retour à l'actionnaire. Quelle est votre stratégie en la matière? Alors, vous pratiquez quelque chose que les actionnaires aiment bien, c'est les distributions d'actions gratuites. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer? Est-ce qu'on peut s'y attendre pour l'année prochaine? Et puis en termes de politique de dividendes, quelle part du bénéfice comptez-vous distribuer? Bien évidemment, en 2013 et 2014, par rapport à 2012 et une activité 100% avec Burberry, nos résultats ont baissé. On a considéré que notre politique, c'était de continuer à rémunérer l'actionnaire, et on a, dans une année où le résultat a baissé, augmenté notre dividende par action de 8%. Je m'en souviens encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre taux de distribution, qui à l'époque était de à peu près 33%, un tiers de notre résultat, on l'a monté à plus de 50%. Idem pour l'année dernière. Donc ce taux de distribution, il est élevé. On va continuer. On a une trésorerie, comme vous le disiez tout à l'heure, qui nous le permet. On pense qu'on est tout à fait dans la ligne des sociétés de notre taille qui distribuent à peu près la moitié de leurs résultats. L'attribution gratuite, on va continuer. Je crois qu'on en est à 17 ou 18. Généralement, c'est 1 pour 10. Je trouve que c'est un signe positif. On parle d'Interparfums. Les analystes refont leurs calculs. Ça fait plus de volume. Quand on fait 1 pour 10, l'action généralement ne baisse pas de 10%. C'est un peu fictif tout ça, mais voilà, c'est un signe de confiance vis-à-vis de l'avenir, et on en refera une très probablement en juin 2017. Merci. Alors il nous reste 2-3 minutes. On va prendre 1 ou 2 questions s'il y en a dans la salle. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Moi, j'en ai en réserve, mais... Bon, alors j'en ai en réserve. Vous avez évoqué d'autres domaines, type le maquillage. C'est vrai que quand on a une licence de parfum, on peut se dire on pourrait faire une licence de maquillage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez exclu par principe parce que votre métier c'est le parfum et c'est pas autre chose? On a une petite expérience dans ce domaine, puisque du temps de Burberry, entre 2010 et 2012, on a développé une ligne de maquillage. Alors, quant au marketing, on m'a dit on va développer une ligne de maquillage. Pour moi, c'était comme de la parfumerie. 100 ml, 50 ml, 30 ml, testeur, gel bain-douche, une vingtaine, 25 références. Pas du tout. Le maquillage, c'est 150, 180 références, avec des rouges à lèvres, différentes, des blushs, etc., etc. Donc, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Et pour vendre ces produits, il faut être au rez-de-chaussée des Galeries Lafayette, au milieu de Chanel, Dior, Guerlain, avec un stand. Il faut former des démonstratrices et ça prend du temps. Et il faut en vendre des rouges à lèvres à 22 ou 25 euros avant de faire du chiffre. Alors, on a fait du chiffre. On a fait la dernière année 2012 7 millions d'euros. On y a quand même perdu de l'argent parce que c'est quand même très compliqué. Les marges sont petites, les coûts sont importants. Donc, si demain, on devait racheter une activité dans laquelle il y a une branche parfum et maquillage, on le ferait. On a quand même maintenant le savoir-faire. Si on peut éviter, ça serait mieux. D'accord. Donc ça reste parfum, il n'y a pas de diversification produit qui est envisagée, c'est plutôt l'élargissement de la gamme. Et en termes géographiques, vous avez parlé de l'impact dollar important l'année dernière, donc vous êtes fort aux États-Unis. Est-ce qu'en Asie, il y a des zones, on parle toujours de la Chine, est-ce que la Chine est importante pour vous, ou est-ce que ce n'est pas vraiment un marché que vous ciblez?
Si c'est un marché important, mais c'est un marché qui se développe, qui a souffert ces 2-3 dernières années. On a eu plutôt des chiffres en baisse. On avait une zone Asie au sens large, hein, incluant la Chine, le Japon, la Corée et tous les pays dans lesquels on est, à plus 20% en 2014, plus 5 en 2015, et on va être à moins quelque chose cette année. Bon. Donc c'est vraiment une zone qui a souffert ces 2-3 dernières années, et particulièrement la Chine. En Chine, le développement se fait surtout sur les produits de maquillage et les produits de soins, et moins la parfumerie. Alors on a des marques intéressantes qui veulent dire quelque chose sur cette zone-là, mais c'est une zone où, juste pour la Chine continentale, aujourd'hui est compliquée, mais comme sont compliqués le Brésil, la Russie, il y a quelques grands pays dans le monde où aujourd'hui c'est un peu compliqué. Nous, on continue notre petit bonhomme de chemin. Coach, je pense, peut bien fonctionner sur toute cette zone-là, et il n'y a pas de raison de s'arrêter. Mais c'est donc un marché parmi d'autres, mais ce n'est pas spécialement un marché prioritaire. Non, on n'a pas de marché prioritaire. Nous, on essaie de développer toutes nos marques sur pratiquement tous les pays à des vitesses différentes. Il y a évidemment des zones où on ne va pas essayer de développer l'An20 aux États-Unis. Ça nous coûterait tellement cher qu'il n'est pas question d'aller là-bas avec l'An20 ou à petite vitesse, vraiment à très petite vitesse. On préfère par exemple se concentrer sur l'Europe et l'Asie sur cette marque-là. D'accord. Merci beaucoup Pascal Santi, notre quart d'heure qui nous était imparti est terminé. Merci, et puis merci à vous pour votre attention. Pas pour vos questions puisque vous n'en aviez pas, mais merci pour votre attention.